Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. C'était la semaine de tous les dangers avec Real et Lyon. Finalement, Paris s'en est bien sorti avec brio, avec 2 belles victoires. On va évidemment revenir sur cette victoire en Ligue des Champions contre le Real 3-0, confirmée par une victoire à Lyon. Ce soir avec nous, Momo, bonsoir, le retour. Le retour. Ouais. Bien. Bonsoir à tous. Seb, Basto, ravi d'être avec vous. Et, Bonsoir aux auditeurs. Et Seb de retour aussi de Normandie, où il a bossé. De Normandie. Ah, t'étais où? Ouais, j'étais en train de réparer un bateau en Normandie et c'était très cool. Mais là, il faut reprendre les affaires sérieuses. Et donc, c'est parti pour le podcast. Et c'est parti, PSG Real, on entame directement. 3-0, doublé de Di Maria et but de Meunier. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce match? Momo, tu commences, s'il te plaît. Ouais. Forcément, on va dire sur ce match, je pense qu'on parlera avant tout de l'intensité. C'est l'intensité qui a été mise dès le début par Paris, surtout que c'était un match pas évident au départ. On va dire, on s'est tous lancés sur le jeu des pronostics en début de match. Et après, j'ai aucun doute sur le fait que voilà, les supporters invétérés de Paris imaginaient sans doute une victoire de Paris parce qu'ils supportent forcément le club. Mais techniquement et concrètement, je pense que c'était beaucoup plus compliqué à envisager avant le match, en tout cas, pour ma part. Moi, dès le départ, en tout cas, je tablais pour un match nul. Tout simplement parce qu'on sortait d'une prestation contre Strasbourg qui n'était pas aboutie. Et en plus de ça, il n'y avait pas que Strasbourg, il y avait le début du championnat également, où on avait un Paris Saint-Germain qu'on critiquait énormément sur la qualité de la copie qu'elle rendait à chaque fois. Donc sur le match, ouais, très très surpris. Et pas tellement à la fois, parce qu'effectivement, on connaît cette qualité de Paris de se mettre au rendez-vous lors de se mettre au niveau lors des gros rendez-vous, en l'occurrence là face au Real Madrid. Après, ce qu'il faut. Ouais. Ah, vas-y, pardon. Ouais. Donc face à ce Real Madrid-là, qui lui aussi, en plus de ça, était entré en doute après un début de saison, on va dire, pas forcément mauvais en réalité, puisqu'au final, ils sont deuxième aujourd'hui à égalité avec Séville. Donc encore une fois, c'était vraiment c'était assez illisible à lire dès le départ. Mais sinon, pour parler, on va dire du match, forcément, l'intensité, la qualité du contre-pressing qu'on a été capable d'imposer en essayant de jouer assez haut en tout cas, et surtout comme Tuchel le dit, et Tuchel c'est vrai qu'il est assez cohérent par rapport aux conférences de presse qu'il a l'habitude de dire en fin de match. Enfin, il a souvent tendance à répéter, on va dire, ses idées qui sont justement le fait de jouer haut, de toucher, d'essayer de trouver ses attaquants un maximum dans la surface adverse. Là, ce qui a vraiment été intéressant, c'est cette équipe de Paris qui est montée en puissance au fur et à mesure du match et qui a su, on va dire, maîtriser cet enfer, en tout cas marquer dans les moments clutch du match, en tout cas. Donc l'intensité et la position, je trouve également la position moyenne des joueurs sur le terrain a été vraiment pas mal. Je trouve qu'on a été vraiment compact. Et puis après, on parlera forcément des performances individuelles un peu plus tard, je pense, dans les tops et les flops. Mais on va dire pour résumer cette soirée-là, voilà ce que j'ai vraiment apprécié. Yes. Pour ajouter à ce que disait Momo, c'était aussi la pléthore de blessés. Un Paris qui arrivait décimé. Effectivement, c'était difficile d'anticiper un match cohérent. Comme tu l'as dit si bien, début de saison très discutable dans le jeu, dans les intensités. Et tout à coup, on a découvert un équilibre qui était assez surprenant. Et une intensité qui était intéressante. Après, il faut mettre ça en parallèle aussi avec la prestation du Real. Faut vraiment parler de cette prestation du Real avec cette espèce d'immense trou qu'il y avait entre le milieu et la défense.
Maintenant, si on parle vraiment de ce qu'on a apprécié, ce que j'ai apprécié, c'est le bloc. En fait, on a vraiment retrouvé un bloc, on a retrouvé des joueurs à une position cohérente, on a retrouvé une utilisation des ailes qu'on n'avait pas vue depuis super longtemps avec le Paris Saint-Germain. Et ça, c'était vraiment, 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 vraiment intéressant. Très bien. Et est-ce que on parle souvent du fait que Paris, sans ses superstars, a fait des grands matchs. On pense au 3-2 contre Barcelone où Ibra était blessé, au 4-0 contre Barcelone à l'aller. Est-ce que le fait de ne pas avoir ces superstars permet un meilleur repli, notamment des ailiers? On a vu Sarabia Di Maria faire un grand boulot défensif, ou est-ce que c'est un faux problème et un débat polémique derrière ça? Bah, je pense pas. Je pense pas. Bah, je me lance et après je te laisserai. Vas-y, pas de problème. Je pense pas dans le sens où, par exemple, si on fait référence au match contre Liverpool, tu avais Neymar qui avait fait un taf exact. Le taf que tu viens de décrire, Neymar l'avait fait en plein sur ce match. Di Maria, qui mine de rien était la star du match, l'a fait à 200%. On reviendra tout à l'heure sur la prestation de Di Maria qui a été dantesque sur ce match. Mais non, je pense pas. Et pour toi, Momo, faux problème aussi? Ouais, faux problème également, parce qu'en attaque, déjà, pour commencer, même si bah, déjà, comme tu l'as dit, on a eu un Di Maria version Ligue des Champions, en mode Super Saiyan 2, je pense, ce soir-là. Et puis, à la pointe de l'attaque également, on a quand même été, je ne vais pas dire rassuré, mais en tout cas, je veux dire, on avait quand même Icardi, qui, même, je dirais, à 50, même, je dirais, aller à 60% de ses capacités. Et je crois qu'il a touché 14 ballons. Je crois 14 ballons sur le match. Il est dans la moyenne des ballons qui touchaient à l'Inter. Hein, donc voilà. On a quand même vu un Icardi qui, même diminué, on va dire, à court de rythme, a bien pesé, en tout cas, sur cette défense du Real Madrid. Donc, Déviation aussi. Il a bonifié la moitié des ballons qu'il a touchés. voilà, Sur la première exactement. deuxième mi-temps, c'est plus discutable, mais première mi-temps. Okay, moi, j'ai quand même cette impression que quand il n'y a pas un Ibra ou un Neymar qui sont les dépositaires du jeu, les joueurs n'ont pas cette tendance à rechercher du coup ce joueur qui pourrait les sauver. Ils sont un peu plus libérés, mais c'est pas de la faute des superstars, c'est plus de la faute du collectif autour et qui font qu'il y a des transitions qui sont un peu plus rapides et un peu plus de jeu en une touche de balle. Mais on peut parler de ça, verra mais d'un autre côté, tu as Lyon après, on va parler après de Lyon, mais tu as Lyon qui a. Alors, Lyon, le problème est un peu le même, dans le sens où il n'y avait que Neymar et Di Maria était un peu plus fatigué. En deuxième mi-temps, il était moins bon. Je crois qu'après avoir fait une première mi-temps hallucinante, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Mais pas forcément tant que ça, on a vraiment l'impression. Mais là, c'est en mettant les deux matchs en parallèle, parce que comme le disait Momo tout à l'heure, c'était match de Ligue des Champions, donc peut-être Paris se met au niveau. Mais juste derrière, il y a eu cette confirmation lyonnaise, on reviendra dessus. Mais juste, ça donne un petit peu tort à ton inquiétude. Et j'ai l'impression qu'on, mine de rien, on est peut-être en train de dégager pas forcément beaucoup de certitudes, mais au moins une certitude sur une manière de jouer contre certains systèmes. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est dégagé qui est au-delà du one-shot et qui est au-delà des hommes qui étaient posés sur le terrain. Très bien. À voir comment ça va être réintégré une fois que tout le monde reviendra. Exactement, l'avenir nous le dira. Qu'est-ce qui vous a déplu sur ce match, Drayas? J'en touchais un mot aussi. Les défauts qu'il y a sur ce match, c'est plus les défauts qui sont induits par la faiblesse du Real. Mon mot tout à l'heure parlait de l'intensité. Moi, j'ai trouvé l'intensité sur le match relativement faible, mais l'intensité sur le match était relativement faible par rapport à un match de Ligue des Champions, mais c'est surtout dû au fautes du Real, quoi. Voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que face à une équipe qui se presserait différemment, qui offrirait pas le trou qu'offrait le Real ou le bus garé qu'a offert Lyon, est-ce que ce Paris serait capable de produire de poser son assise sur le jeu? J'en suis pas sûr, mais voilà, on peut en fait ce qu'on peut critiquer sur ce match, c'est juste est-ce que Paris serait capable de produire ça contre des équipes plus cohérentes? On n'a pas la réponse, mais sur théorisation, voilà, exactement, parce que sur ce match, il y a très peu de critiques. On peut parler d'occasions concédées. Il y a eu pas de frappe, cadrée, mais il y a quand même pas mal d'occasions qui ont été concédées. Il y a 2 buts qui ont été refusés. Donc, il y a sans doute des choses à retrouver au niveau de l'équilibre, mais l'un dans l'autre, la prestation était très très bonne. Et c'est très difficile de dégager des choses négatives sur ce match. Et toi, est-ce que Momo, tu as quand même vu de choses négatives?
Non, moi je suis assez d'accord avec Drea. C'est vrai que c'est assez compliqué de dégager du négatif. Après, c'est vrai que quand je parlais je vais le préciser, quand je parlais tout à l'heure, on va dire de l'intensité du match, je parlais de l'intensité côté parisien. Forcément, euh, par rapport au Real Madrid, bah, c'est dans la lignée en réalité de ce qu'il faisait ces derniers temps. C'est une équipe qui en plus a été privée de Ramos, qui justement est un joueur capable de mettre de l'intensité au Real Madrid et justement de donner du volume, un volume beaucoup plus important. Également de Modric qui était pas sur le terrain. Euh, donc non, voilà. Moi, en tout cas, j'ai pas grand chose de négatif à tirer de ce match parce que malgré le fait que le Real n'ait pas, je vais pas dire n'ait pas joué le jeu, mais en tout cas soit en méforme, bah nous, en tout cas, on était capable justement, alors qu'on était dans la même situation qu'eux. Alors peut-être que ça s'explique par le fait qu'on était au parc, qu'on avait peut-être, ouais, également, enfin voilà, il y a quand même un climat assez particulier en ce moment à Paris. Peut-être le fait justement, peut-être on va dire peut-être que ce contexte en tout cas a vachement tourné en notre faveur, mais moi c'est vrai que c'est compliqué pour moi on va dire de dégager des choses négatives de ce match-là en tout cas. Et en plus on voit qu'au final ça s'est confirmé face à Lyon comme Drayas l'a dit. Donc il y a on va dire il y a le début de quelque chose. Et puis en tout cas sur la semaine, c'est vrai que c'est une semaine qui aurait pu mal tourner en notre faveur en réalité, parce que c'était Lyon au Parc OL, dans lequel on a un passif assez négatif. Bah, c'était mine de rien le Real Madrid en face. On sait très bien que le Real Madrid est une équipe de Ligue des Champions qui est capable, qui aurait très bien pu se réveiller également ce jour-là, on n'en sait rien. Donc voilà, je veux dire, c'est deux tournants qu'on a su négocier. Et au final, bah, je veux dire, on prend 3 points à chaque fois. On finit premier du groupe de Ligue des Champions. Et surtout, bah, cette fois-ci, on s'affirme on va dire, on s'affirme à 15 points et on prend 3 points sur le second que sont Angers et Nice. On reviendra tout à l'heure sur Lyon. Mm. Il y a eu ce milieu qui a été mis par Tourelle qui a pu surprendre et on aurait pu croire que c'était un milieu plus pour jouer bloc bas, donc Marquinhos avec accompagné de Gay et Verratti. Finalement, Paris a maîtrisé ce milieu. Donc j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que Tourelle a-t-il trouvé son milieu type pour les gros matchs et son système, c'est-à-dire un système en 4-3-3, ou alors il y a encore beaucoup de possibilités à voir et c'est encore trop tôt pour en parler, Momo, à ton avis? Est-ce que c'est l'équipe trouvée? Alors, pour le 4-3-3, c'est vrai que c'est le système, moi en tout cas, c'est mon système préférentiel. Ça veut dire que aujourd'hui, avec le débat se posera forcément bah, du système de jeu à utiliser pour intégrer toutes les stars offensives, en tout cas lors des prochains matchs à venir. Mais en tout cas, pour moi, le système dans lequel, quoi qu'il arrive, on va dire, on revient toujours à Paris, et ce depuis le début, et ça s'était vu également sous Emery, c'est le 4-3-3. Donc, moi, j'étais pas spécialement fan, on va dire, du système à 3 ou 5 défenseurs, même si effectivement, sur certains matchs de Ligue des Champions, on l'a vu performer et réaliser des masterclass. Mais en tout cas, je trouve que le 4-3-3 est le système, en tout cas, dans lequel certains joueurs historiques du Paris Saint-Germain, je trouve, ont vraiment le plus de repères en réalité. Je pense à Thiago Silva, je pense à Marquinhos, qui en plus a joué au milieu de terrain. Donc voilà. Même Kimpembe derrière, je veux dire, qui est rentré et qui a fait une très bonne rentrée, je trouve, face au Real Madrid. Non, non, pour moi, oui, le 4-3-3 avec un milieu à 3 comme ça. Et voilà, on va dire, vous vous souvenez un peu les circonstances dans lesquelles j'avais intégré le podcast. On parlait de gay à l'époque. Oui. Voilà. Donc voilà, je suis content je suis content bah, justement je suis content qu'il ait fait un match comme ça justement pour qu'on puisse un peu mieux le connaître déjà. Je pense qu'on en Et parle des tops tout à ouais, l'heure. ouais, clairement. Donc, non, non, par rapport à ça, effectivement, par rapport à l'activité, par rapport, je veux dire, même à la maîtrise technique, et je trouve à la capacité également à trouver des relais, justement, pour les joueurs offensifs, en tout cas, dans la capacité à trouver des points d'appui avec leur milieu de terrain. Je trouve que Gay et Verratti ont plus que bien fait ont plus que fait le taf.
Et surtout, on a vu à la récupération, des choses extraordinaires, notamment de la part de Gay. Marquinhos également a été très bon. Donc non, franchement, je pense que en tout cas, c'est certainement je pense que voilà, c'est certainement le milieu qui mettra le plus en valeur Marco Verratti quoi qu'il arrive et qui le transcendra parce que ça reste la tête d'affiche de ce milieu de terrain là, je pense. Ok, Drayas, toi qui pouvais avoir des doutes sur le fait d'aligner trois milieux plutôt bas sur le terrain, qu'est-ce que tu penses de ce milieu et de ce système? La problématique, mais c'est difficile d'en parler avant Lyon, parce que la problématique, c'est qu'on a vu deux problèmes chez l'adversaire, que ce soit le Real Madrid, avec cette espèce d'énorme trou qui existait entre la défense et le milieu, et Lyon, l'abandon de cet espace qui permet de se passer d'un milieu haut qui assure la transition entre le milieu et l'offensive. Donc en fait, je pense qu'on s'est construit une vraie certitude avec ce milieu. C'est-à-dire qu'on a un fallback, quoi qu'il advienne, quoi que Tourelle tente, mais c'est difficile d'en parler en fait sans parler des dommages, quoi que Tourelle tente, parce que vraiment Lyon a été la confirmation en fait de la performance du Real Madrid. Je crois qu'on s'est construit une certitude. Après, est-ce que ce milieu suffira dans toutes les circonstances? J'en suis pas sûr. Et il y a l'autre problématique que tu évoquais, c'est la pléthore d'attaquants. Une fois qu'ils seront disponibles, des joueurs, ça devient quasi impossible. Enfin, tu mets Cavani et Icardi sur le banc. Bon, je sais qu'on en parlera après. Non, mais tu peux en parler maintenant. Mais voilà, c'est quasi impossible. Donc, est-ce que ce sera la seule réponse? Je pense pas. Est-ce que ce sera une réponse qui suffira contre certaines adversités? Je ne pense pas non plus. Mais je pense qu'en tout cas, on a répondu, on s'est créé une certitude, et là-dessus, c'est très très fort parce qu'on a montré Marquinhos en 6, en fait, il devient. Enfin, moi, ça, je l'avais annoncé, je l'ai réclamé à corps et à cri. Marquinhos en 6, c'est en train de devenir énorme. Il ne faut pas oublier que c'est un des meilleurs passeurs longs d'Europe, en fait, tout simplement. Si ce n'est le meilleur à l'heure actuelle. Et effectivement, Gay a apporté énormément, Gay a apporté des réponses. Alors après, la problématique, c'est est-ce qu'on a un milieu qui est haut? On parle beaucoup du Gay qui était haut contre le Real Madrid, mais c'est à tempérer, parce que si on prend par exemple la première mi-temps, et je me souviens plus là avec ma mémoire de merde, je me souviens que la première mi-temps, il est monté 2 fois. Et il y a une fois où c'est le but et il est formidable, et il y a une autre fois où, quand je parle de monter, je parle de vraiment qu'il se projette dans les 25 mètres adverses. Et il y a une autre fois où il perd la balle d'une manière avec laquelle il n'aurait pas le droit de perdre la balle. C'est-à-dire qu'il perd la balle avant la prise de risque. Donc, ce n'est pas forcément le milieu qu'il nous faudrait pour ça. Mais par rapport à la problématique que posait le Real Madrid, ça suffisait. Et donc, il y a au moins cette certitude. Et même face à une équipe qui jouerait différemment, cette certitude, elle est suffisamment solide pour qu'on puisse l'opposer. Est-ce qu'elle serait suffisante? Peut-être pas, mais elle serait au moins suffisante pour qu'on ne soit pas ridicule et qu'on ne fasse pas des prestations comme on a pu le faire par le passé. Tu as effleuré le sujet en parlant de Cavani et Icardi qui pourraient être sur le banc, donc s'il y avait un 4-3-3, parce qu'effectivement, s'il y a un 4-3-3, on ne peut pas forcément jouer avec les cadres offensifs, quoique. Donc, quel attaquant serait sacrifié pour toi derrière? Cavani tous les jours, parce que je pense que Mauro Icardi, enfin Cavani est clairement, pour moi, il est sur la pente descendante. Ça se traduisait déjà l'année dernière. C'est un joueur énorme qui est un combattant sur le terrain, qui a énormément donné au Paris Saint-Germain, à qui on doit fidélité, à qui on doit amour, blabla, 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 blabla. Mais il est sur la pente descendante. Et on a un autre qui est Mauro Icardi, qui est un felin de la surface, qui en plus de ça a une capacité technique c'est un Pippo Inzaghi qui serait méga technique en fait, qui est capable de faire des remises, on l'a vu contre le Real, donc c'est clairement Cavani. Mais même si tu mets Cavani sur le banc et que tu joues au 4-3-3, il y a toujours un joueur de plus, parce que quand on prend Di Maria, le Di Maria contre le Real, le Di Maria de la première mi-temps contre Lyon, c'est un joueur qu'il est impossible de mettre sur le banc, ce Di Maria là. Il est juste énorme et monstrueux, et tu peux pas t'en passer. Donc, va y avoir des problèmes. Ça va être des problèmes pour Tourelle. Ce sera à lui de les résoudre. Cavani sera sacrifié, je pense. Il sera le premier sacrifié. Cavani va avoir moins de temps de jeu. Et j'ai même peur que Mauro Icardi, et ça me fend le cœur, parce que Mauro Icardi, pour moi, c'est un joueur sur lequel tu t'appuies. C'est comme ça. Il est juste tellement énorme. Mais il y a moyen qu'il passe à la trappe, parce qu'Mbappé,
T'offres pas forcément d'ailleurs plus de garanties en termes de but qu'un Mauro Icardi, mais Mbappé, voilà, c'est la valeur marchande, c'est etc. Donc Mbappé et Neymar, ils sont sur le terrain quoi qu'il advienne. Di Maria aussi. Le Di Maria au niveau du Real Madrid, le Di Maria au niveau de la première mi-temps de l'OL, qui est peut-être la première mi-temps de l'OL, il est peut-être encore meilleur que tout son match contre le Real, il est juste fabuleux. Ce Di Maria-là, s'il est à ce niveau-là, c'est impossible de le mettre sur le banc. Donc j'ai l'impression que Mauro Icardi, mais pour moi, ce serait ubuesque parce que Icardi, moi, je l'adore et c'est un joueur que je veux. Mais ça va être compliqué, ça va être à Tourelle de résoudre cette équation. Elle est irrésolvable, mais c'est à lui de la résoudre. Tu as deux solutions qui peuvent s'imposer. C'est si on revient dans un système à 3 derrière, mettre Di Maria en piston, mettre Di Maria en 8, notamment dans un 4. Ouais, mais à ce moment-là, tu sacrifies ou Gay ou Verratti. Et, Marquinhos que tu remets derrière. Ouais, mais dans ce cas-là, tu mets qui en 6? Pour l'instant, il y a Gay n'a offert aucune garantie en 6. Pour l'instant, Gay, il a les garanties qu'il offre, il les offre en 8. Et de toute façon, je le juge crédible. J'ai vraiment du mal à imaginer Gay en seul 6, parce que pour moi, un 6, quand il est seul, il a une responsabilité offensive qui est plus grande que quand tu es dans un milieu à plat. La solution, ce serait un milieu à plat avec les deux, donc Gay et Verratti, mais je ne suis même pas sûr que ce milieu à plat serait pleinement fonctionnel parce que c'est un milieu qui aurait du mal à se dégager vers l'avant. Et à ce moment-là, il faudrait faire descendre Neymar un petit peu plus bas dans un espèce de faux 8-10, mais c'est complexe. C'est complexe. Et toi, Momo, tu vois Icardi sacrifié à terme si on restait dans ce système? Icardi, non, pas du tout. Cavani. Ouais, non. Mais si Cavani, bah écoute, après, comme je te l'ai dit, le problème du 4-3 qui, on va dire que j'affectionne, fait forcément que, parce que dans le 4-3-3, on va dire que je me fais forcément en pointe, je mets Icardi, parce que je trouve que c'est le poison absolu, on va dire, pour la défense. Neymar, Mbappé, donc Di Maria, t'en fais quoi? Voilà, on est d'accord, c'est ça le problème. Du coup, bah, effectivement, je reverrai sans doute ma copie et je passerai pour un 4-2-3-1, du coup, avec Neymar dans l'axe, dont je suis pas forcément fan, mais bon. Voilà, il était très bon à Liverpool comme ça. Ouais, mais je le préfère. En fait, je sais pas, je l'ai toujours préféré quand il partait sur le côté. En fait, quand il est légèrement sur le côté, je veux pas dire quand il part de la ligne, hein, quand il part de la ligne de touche, mais je sais pas, je trouve que voilà, quand il est un peu excentré sur le côté pour rentrer, je trouve que c'est là où il est le meilleur en fait. Et donc oui, sans doute, on va dire le système pour ne pas sacrifier Di Maria, qui est exceptionnel et dont forcément on ne pourra pas se priver à ce niveau-là. Sans doute le 4-2-3-1 à la rigueur. Mais encore une fois, ça pose un problème au milieu de terrain, comme tu l'as dit, Drayas, tu l'as bien résumé. Avec quoi qu'il arrive, ce que tu voudras faire pour ajouter quelque chose, tu retireras, on va dire, une force à un autre endroit en réalité. Mais je trouve que toi, Neymar, je te rejoins pour partie dans le sens où Neymar, c'est à mes yeux, et on parle d'un Neymar qui a 60% et on voit ce que c'est qu'un Neymar à 60%. Voilà. Mais je pense que Neymar, c'est le mec qui est à la fois capable d'être 10 et à la fois capable d'être avant. Et c'est vrai que c'est un peu sacrifié de talent de le faire descendre un petit peu du terrain. Et c'est vraiment dommageable parce qu'il est extraordinaire. Mais effectivement, ça peut être la seule solution qu'on ait. Et je suis d'accord avec toi, avec ces repiqués sur l'aile pour qu'ils reviennent dans l'axe, etc. Et ces prises de vitesse. Mais sinon, il n'y a pas de solution pour faire jouer tous ces mecs-là. Il y a une autre solution, vu que le 4-2-3-1, ça amène un plus grand déséquilibre, surtout si on met Mbappé sur une aile qui se replie peu. Ça pourrait être un 4-4-2 qui a un bon système pour défendre avec Mbappé et Icardi en pointe et Di Maria et Neymar sur les côtés et le duo derrière. Mais c'est des problèmes de riche, on verra ce que fait Tourelle, c'est lui qui décidera. Mais il y a une problématique, c'est quand on parle de ça, c'est est-ce que le milieu à deux, Gay-Verratti, fonctionne? Je n'en suis pas sûr parce que il y a un truc qui est tout con, c'est quand tu as Marquinhos au milieu, tu as les passes longues. Quand on parle de Marco Verratti, c'est un joueur qui a tendance à vouloir jouer assez souvent avec son vis-à-vis et donc garder la balle. Et Gay, c'est typiquement le joueur, quand il est au milieu, à chercher la passe utile vers la personne qui est plus haute. Mais dans ce cas-là, il faudrait que Neymar soit très bas pour recevoir les ballons de Gay. Et je ne suis pas sûr que le milieu Marco-Gay serait le milieu idéal. Par exemple, un milieu Marquinhos-Marco, pour moi, serait parfait. Un milieu Marquinhos-Gay serait peut-être un peu moins bon, mais serait meilleur défensivement, mais serait envisageable.
mais le milieu Marco Gay, et je peux être surpris, je peux avoir complètement tort, j'ai beaucoup plus de mal à y croire. Après, dans un 4-4-2, les deux milieux ont moins tendance à se projeter. On se souvient celui de Carlo où c'était Mota ou Verratti avec Matuidi. Bien sûr. Mais on n'a pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas le joueur qui est forcément qui est capable de faire les key passes qui vont transpercer les lignes pour aller trouver l'attaquant. Donc, ça veut dire qu'il faudra que dans le 3, celui qui est au milieu redescende un petit peu d'un cran parce qu'ils auront tendance un petit peu à chercher la solution courte, alors que si tu réfléchis vraiment et si tu plantes vraiment les quatre devant en mode offensif, bah, les deux du milieu, ils doivent trouver justement ces passes à la Mota ou au grand 6, ou etc. Bon. Et je suis pas sûr à voir, hein, mais je suis pas sûr qu'ils ont ça en eux. En fait. En tout cas, on peut imaginer plusieurs systèmes, ce qui change de l'année dernière. Avec de toute façon les joueurs qu'on avait, on ne pouvait pas imaginer grand-chose. Si je peux réagir, c'est déjà c'est qu'on a trouvé un système qui nous offre des certitudes, et ça c'est très nouveau. Oui. Ça fait très longtemps, même sous Emery, il y avait des moments de plaisir, mais il y a eu jamais un moment où on s'est dit quand on a un système qui fonctionne, là on en a un, quoi. C'est vrai. Et ça, c'est nouveau, quoi. On va passer maintenant aux performances individuelles. Je vais vous demander vos tops, Momo. Alors, en numéro 1, forcément, Idrissa Gueye. En 2, il aurait très bien pu être numéro 1. C'est Di Maria, du coup. Et en numéro 3, Bernat pour son match, tout simplement. Avec Bernat en Ligue des Champions, il est toujours là. Draya, c'était top. Bah, pour le premier, moi, j'avais quel souci d'or. Pour moi, c'est Di Maria qui est devant tous les jours, parce que les appels, les dribbles, les buts, il a été omniprésent sur le match. Alors oui, Gueye a été très utile, et Gueye nous a surpris parce qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir un milieu comme ça. Mais au-delà de la surprise, pour moi, Di Maria a vraiment été vraiment l'homme plus du match. D'une manière générale, moi, Gueye, je le mets dans le milieu parce que j'ai trouvé Marquinhos, c'était beaucoup plus l'homme de l'ombre, mais si on regarde bien, Marquinhos, il fait pas mal de passes longues sur ce match. Il a été extraordinaire aussi. Gueye a été fabuleux. Et Marco Verratti, il a été un petit peu en dedans, il a raté quelques trucs en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été fabuleux, et je mettrais en 2 tout le milieu, en fait, parce que les 3 joueurs du milieu ont été extraordinaires. Et en 3, Tourelle, parce que je l'ai beaucoup critiqué, et ceux qui écoutent le podcast le savent. Tourelle a su adapter l'équipe, il a analysé le jeu de Real, il a vu le trou, il a trouvé la réponse. Alors peut-être qu'avec Ramos, comme tu le rappelais tout à l'heure, Momo, avec Ramos ou avec Modric, le trou aurait été moins apparent. Mais en tout cas, là, le trou était apparent, et on a su exploiter ça à merveille. On n'avait pas besoin du milieu haut, que moi je réclame à corps et à cri, et je crois que toi, Basson, aussi. Et il n'était pas nécessaire. Tourelle a su lire ça et a su composer une équipe qui a été parfaitement adaptée pour mater ce Real-là, parce qu'on les a vraiment matés. Très bien, on va passer maintenant au flop, si vous en avez, Darius. Moi, je vais mettre Meunier. Je sais que je vais être critiqué pour ça. Mais Meunier, pour moi, son but en fin de match, il rattrape tout juste une prestation qui a été bourrée d'erreurs en première mi-temps. C'est une calamité défensivement. Énormément d'approximations devant. Et en deuxième mi-temps, il y a du mieux. Alors oui, c'est un joueur qui participe beaucoup au jeu, qui reçoit beaucoup de ballons, mais il n'en fait pas grand-chose. Et derrière, il est souvent en retard. Et donc, pour moi, s'il y a un flop, si j'en nomme un, sur ce match, c'est Meunier, en dépit de son but. Est-ce que tu es d'accord, Momo ? Ouais, totalement. Après, c'est celui qui, quand tu me demandais le flop, c'est celui qui me venait un peu le plus à l'esprit. Il y a comment dire, il y a forcément son but qui sauve, on va dire, qui édulcore un peu sa prestation. Mais sincèrement, je l'ai trouvé toujours, on va dire, je sais pas. Franchement, Meunier, c'est comme d'habitude. En fait, je trouve que collectivement, on était tellement fort que voilà, son rôle à lui, c'était tout simplement de ne pas faire d'erreur. Et il n'en a pas fait tant que ça, en tout cas. Enfin, il n'a pas fait de grosses erreurs, à proprement parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout le match, Tuchel l'a pas lâché, apparemment. Tuchel était constamment sur son dos à essayer de le replacer, à s'agacer assez régulièrement sur lui. Donc ouais, forcément, Meunier également. Ouais. Très bien. Vous partagez les mêmes opinions. On va passer maintenant. Tu peux le défendre, si tu veux. Moi, je n'ai pas vraiment de flop. Si on doit nommer le match, tout le monde a la moyenne.
Il a la moyenne. C'était juste s'il y en a un qui. Ouais, totalement, bien sûr. Il y en a deux qui sont un peu en dessous. Effectivement, je mettrais Meunier et peut-être Sarabia sur la droite, mais j'ai trouvé Sarabia très intelligent dans ce match, donc je pourrais pas le mettre en flop parce que notamment son repli défensif tout au long du match était parfait. Maintenant, Meunier, je pourrais pas non plus le mettre en flop parce que c'est un mec qui a multiplié les allers-retours dans son couloir pour embarquer notamment les joueurs du Real et libérer des espaces. C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons avec Gay sur ce match. On n'a pas vu Hazard, même si Hazard, effectivement, est à 20%. En première mi-temps, catastrophique. En première mi-temps, si, justement. Et si Meunier a eu 25 minutes très difficiles, je trouve qu'en deuxième mi-temps, il ne fait plus d'erreurs et ce serait difficile de mettre en flop. Après, oui, s'il y a 2 joueurs un peu en dessous, ce serait ce couloir droit, mais c'est compliqué, vu ce match, de mettre des flops pour moi. Okay. On va passer donc maintenant au deuxième match. Donc Lyon-PSG, victoire 1-0 du PSG en fin de match grâce à Neymar qui nous libère comme à Strasbourg d'un but encore plus beau qu'à Strasbourg, je pense, un but extraordinaire. Et on va revenir sur ce match tranquillement. Je vais vous demander, est-ce que ce match est une confirmation du match précédent, donc au Terrain? Je pense qu'on a commencé à aborder le sujet déjà, mais on va pouvoir confirmer sur ce que vous avez vu sur ce match de Rayas. Déjà, j'ai envie de revenir sur le but de Neymar. Il y a une chose qui est de faire le dribble. Déjà, il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ce dribble. Il y a quand même 3 joueurs qui sont en couverture et un qui est à gauche, donc un 4e qui laisse 1 mètre d'espace, mais qui est en train de revenir sur lui. Mais une fois qu'il se sort du dribble, il y a en plus de ça, il aurait pu la mettre dans l'axe, mais non, il se démerde pour la croiser. Donc, j'imagine même pas les muscles qu'il a aux abdos pour être capable de le faire. Mais c'est juste, la combinaison du dribble, de la tenue de la balle, puis ensuite d'aller chercher la balle comme ça sur le côté, c'est un but extraordinaire. C'est un but extraordinaire. Pour répondre à la question, ouais, il y a une similitude en fait chez l'adversaire. Il y a une similitude chez l'adversaire. Alors la similitude, elle n'est pas évidente, mais parce que les adversaires jouaient pas du tout de la même manière. Real jouait en bloco. Mais il y avait cette espèce de no man's land devant. Alors au Real, c'était devant la ligne de défense. Contre Lyon, c'était devant la ligne du milieu, qui faisait qu'on n'avait pas besoin en fait de ce joueur qui était le facteur X qui permettait de passer aux offensifs. On pouvait passer directement aux offensifs et les offensifs, c'était aux offensifs en fait se débrouiller avec l'appui des milieux pour pouvoir trouver la solution. Et on n'était pas dans une situation où on avait un pressing qui nous obligeait à trouver un homme de relais pour passer aux offensifs, etc. Donc il y a une confirmation à la fois, il y a une confirmation en fait dans la faiblesse que propose l'adversaire, et il y a la confirmation en fait de la certitude qu'on s'est construit, ou alors que en même temps on était un peu plus fatigué que le match précédent. On a vu avec un Di Maria qui fait une première mi-temps mais d'anthologie. Il est énormissime en première mi-temps contre Lyon. Qui sort sur cran. Et Di Maria qui est limite qui devient 0 pointé en deuxième mi-temps, etc. Mais en dépit de toutes ces fatigues, il y a confirmation de cette certitude, c'est-à-dire qu'on a une manière de jouer. On peut même parler, il y a un déséquilibre qui est très intéressant, et il y a une question que j'aimerais vous poser, un truc qui m'échappe. C'est qu'on avait Herrera, et on va en parler après de Herrera plus particulièrement, mais il y avait Herrera qui couvrait en fait Meunier, et qui était, d'une manière générale, les 2-8 étaient extrêmement excentrés. Mais il y avait une grosse différence en première mi-temps, elle a été rétablie, ça a été changé en deuxième mi-temps, mais il y avait Herrera qui était extrêmement sur la droite pour couvrir Meunier, qui était bien plus souvent devant Herrera que le contraire. Et de l'autre côté, on avait Idrissa Gueye qui était extrêmement devant pour couvrir les pertes de balles de Meunier, les pertes de balles de Neymar, et trouver une solution. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il y avait ce décalage-là, cette espèce d'asymétrie. C'est-à-dire qu'on avait 2-8, on avait un 8 qui était très bas, qui était limite au niveau de Verratti, qui était Herrera, et un 8 qui était très haut, qui était limite au niveau des attaquants, qui était Gueye. Et j'ai du mal à comprendre la raison de cette asymétrie, en fait. Je comprends le fait de vouloir écarter les 8, parce qu'effectivement, on avait besoin de surcharger les ailes pour vraiment attaquer les ailes par rapport à Lyon qui proposait un bloc bas avec une ligne de 5. Et donc, je comprends tout à fait la logique, mais je ne comprends pas pourquoi on a eu besoin... Alors après, l'explication que je trouve, mais j'ai pas envie d'empiéter trop sur la question, c'est la faiblesse de Meunier défensif qui était compensée par la présence d'Herrera derrière, et les prises de risque de Neymar qui demandait la présence d'Idrissa Gueye devant. Mais cette asymétrie, mine de rien, nous a créé des difficultés par moment, où tout à coup Lyon a réussi à y passer. On peut distinguer
plus ou moins 3 parties dans la première mi-temps. Il y a la 0 à la 10e où tout à coup on a une maîtrise totale sur le match, puis de la 10 à la 20e où Lyon arrive à passer. Et puis après, je vois 25e, 45e, je crois que là on sort un match extraordinaire. Mais il y avait ces asymétries et il y avait quelque chose que j'arrive pas à expliquer, que j'arrive pas à rationaliser dans les intentions du coach où oui, on surchargeait les ailes, on protégeait les ailes, mais on s'ouvrait au milieu dans le sens où Herrera n'était pas assez présent, où Gueye était trop haut et était tout le temps en train de revenir dès qu'on avait perdu la balle. Et on a ouvert, mine de rien, en fonctionnant de cette manière-là, mais peut-être était suffisant parce que Lyon a été incapable de quoi que ce soit. On pourra peut-être parler de la faiblesse de l'adversaire parce que c'était indigence qu'a proposé Lyon. Mais donc il y a eu, je trouve, une énorme prise de risque en excentrant autant les alliés et surtout en créant cette espèce d'asymétrie. C'est pas de la faute des joueurs, c'est pas les joueurs qui peuvent être pointés du doigt, je crois que c'est vraiment les intentions du coach. Mais d'une manière générale, pour revenir à la question, oui, je crois qu'on a vraiment une confirmation du match précédent, c'est-à-dire qu'on a un équilibre au niveau du milieu, on est capable d'avoir un milieu qui sait s'adapter, et c'est quelque chose qu'on a vu face au Real, ça s'est adapté d'une manière différente, et voilà. Enfin, après, j'ai du mal à finir parce que j'ai un petit peu du mal à suivre. Ah, il y a juste une chose sur laquelle j'aimerais venir, c'est que je parle depuis tout à l'heure beaucoup du fait qu'on a des certitudes, il y a juste un petit truc, j'ai envie de me méfier parce que ça fait plusieurs années qu'on se construit des certitudes après quelques matchs, même si j'ai l'impression que là c'est plus solide. Et il faut faire attention parce qu'avec Paris, on s'est pris des claques après avoir eu quelques certitudes. On se souvient de notre bilan mi-saison du podcast l'année dernière, avec le bilan final. Mais j'ai l'impression que c'est plus solide cette fois-là. Donc avec tout ce qu'a dit Dreyas Momo, tu vas avoir du taf. Donc pareil, la même question, est-ce que c'est une confirmation du match contre le Real? Et puis tu vas aussi répondre à la question qu'a posée Dreyas, donc sur ces milieux, ces 8 qui étaient en mode asymétrique, est-ce que pour toi c'était volontaire ou non? La première question, tu peux me la répéter, s'il te plaît? Est-ce que c'est une confirmation du match contre le Real? Confirmation, oui, forcément. Oui, forcément. Parce que quoi qu'il arrive, on l'a vu. Déjà, pour commencer, je pense que le Paris Saint-Germain, on va dire, a pris Lyon, a pris ce match. Les conditions de ce match déjà étaient faites de manière à ce que voilà, Paris soit dans la continuité, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un passif au Parc OL où voilà, enfin, où on avait l'habitude de perdre. Donc forcément, c'était un match sur lequel tu étais quand même attendu. Ça reste Lyon, même si effectivement, on va dire actuellement au classement, c'est pas ouf. Bah, ça reste, quoi qu'il arrive, on va dire, le seul outsider naturel du Paris Saint-Germain. Euh, donc, je pense que les intentions dès le départ, dès le début de match, en termes d'envie, je pense qu'on était dans les mêmes conditions que face au Real. On était sur la même dynamique et on était dans la continuité de ce qu'on a produit. En deuxième mi-temps, effectivement, en première mi-temps, c'est vrai que les phases où justement on a su affirmer cette supériorité à partir de la 20e, si je me trompe pas, où on a revu un PSG conquérant qu'on n'avait pas vu en fait depuis longtemps. Et moi, sincèrement, ça me rappelait, quand je vous dis depuis longtemps, c'est depuis en fait les années blancs en réalité, puisque sous Emery, j'avais pas vu autant de maîtrise, on va dire, avec autant de maîtrise en tout cas en termes de possession de balle dans le camp de l'adversaire. On a vu pendant de longues séquences de possession de ballon dans le camp lyonnais où Thiago Silva était dans le camp où les deux centraux parisiens étaient dans le camp lyonnais. Et ça forcément, ça c'est positif ça suit la logique la logique de la suite du match face au Real Madrid. Ensuite, pour parler du milieu de terrain asymétrique, bah, effectivement, enfin, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que Dreyas a dit. Mais là, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut imaginer, c'est que devant, c'était Neymar qui était à gauche et c'était Di Maria qui était sur la droite avec Choupo-Moting dans l'axe. Pareil, c'était axial, limite, en fait. Oui. C'était limite un Neymar en soutien de Di Maria et Choupo. Ce que tu as à dire, c'était limite un Choupo en soutien de Neymar et Di Maria. Oui, c'est vrai. Mais Di Maria a vraiment beaucoup plus à salle que côté sur ce match, j'ai trouvé.
mais sur ce match-là, après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Choupo était souvent sur Thiago Mendes aussi. Il avait pour mission de bloquer sa relance. Donc, ça le faisait descendre très bas, justement. Et c'est ce qui permettait également à Neymar, on va dire, de prendre l'espace derrière. Donc, en bout de chaîne, en réalité, c'était Neymar qui était en bout de chaîne. C'était pas Choupo. Et forcément, il fallait une autre personne que Choupo pour faire ce lien entre le milieu et Neymar, justement, qui était en bout de chaîne. Di Maria, en fait. Donc, moi, je le vois comme ça. Après, sinon, par rapport à ce que tu dis sur le match d'Herrera, c'est vrai qui m'a laissé un peu sur ma faim, parce que comme tu le disais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu disais que justement, tu avais un milieu asymétrique avec Gay qui était plus haut, à part ce qu'aspirait justement par les besoins, on va dire, de nécessité de jeu dans les petits espaces avec Neymar. Et de l'autre côté, Herrera, justement, qui était bridé dans son allant offensif parce qu'il devait compenser en réalité les carences défensives de Meunier. Alors que euh, moi, sincèrement, si tu veux, on va dire au départ, j'aurais sans doute imaginé l'inverse en réalité. Normalement, Herrera, qui est un joueur qui est un peu plus, je ne vais pas dire créatif devant, mais qui est plus capable d'être en tout cas à la dernière passe ou à l'avant-dernière passe que Gay. Et Gay qui justement, voilà. Donc sur ce match-là, ça a été l'inverse. Mais Permettre Herrera, d'ailleurs, à un moment, il s'est recentré au milieu, il a fait 2 passes sublimes au milieu. Il a Di Maria. Oui, il a trouvé une passe qui a cassé 2 lignes, enfin les 2 lignes lyonnaises. De très loin en plus de ça. Très très loin. Ouais, à 40 mètres, ouais. C'est des passes de très loin en plus de ça. Donc au final, bon, ça ne l'empêche pas, mais je pense que ça le bride en tout cas, c'est sûr. Parce que si de 40 mètres, il est capable de trouver de tels angles de passe avec une telle précision, je pense qu'offensivement, ouais, je pense que s'il est plus près de la surface, avec Neymar ou Mbappé qui reviendra et Icardi également qui est pas mauvais quand il s'agit de tuer dans ces endroits-là, je pense qu'il sera très très utile justement à ce moment-là. Mais justement, moi, j'ai ressenti une immense frustration et je t'en parlais pendant le match de Herrera comme ça et je pense que c'était nécessaire et c'est ce qui a permis, tu vois, enfin, tout à l'heure on critiquait le match de Meunier contre le Real, on va pouvoir mettre en avant celui qu'il a fait contre l'OL et ça s'explique de cette manière-là parce qu'il y a plein de fois où en fait le latéral c'était Herrera et c'est vrai que ça a été un petit peu il a été un petit peu sacrifié mais de la même manière que Gay a été sacrifié, c'est-à-dire que Gay en fait pouvait pas avoir l'impact au milieu parce qu'il était en train de couvrir les potentielles prises de risque de Neymar et d'une certaine manière on s'est permis de sacrifier les 2-8 pour la tenue du bloc. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux à ce niveau-là? Et est-ce que justement, si tu n'avais pas des latérales qui étaient un peu moins friables, latéraux qui étaient un peu moins friables défensivement, te permettre d'avoir des milieux qui soient. Alors, après, il y a un truc à prendre en compte, c'est que Lyon était vraiment. Enfin, tu avais une défense à 5 derrière, tu avais une ligne de 3 devant. Enfin, c'était vraiment. Ils avaient garé les bus, on reviendra dessus tout à l'heure, mais c'était une prestation honteuse de leur part. Et donc, surcharger les ailes et renforcer les ailes au risque d'appauvrir le milieu de cette manière-là, avec ce que tu étais en train de mettre en avant tout à l'heure, que Choupo était là pour charger Thiago Mendes, qui était le premier relanceur en fait lyonnais. Peut-être que c'était une prise de risque qui était intelligente, mais effectivement, ouais, elle s'accompagnait de plein de frustrations. Et il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est tout à l'heure on parlait du bloc et du fait que une meilleure utilisation des ailes, on l'a eu en plein. Enfin, c'est là où ce match a vraiment été la confirmation du match contre le Real, c'est-à-dire que on a eu encore un bloc en dépit de la fatigue des joueurs et on a eu encore une capacité d'utiliser les ailes euh, d'une manière un peu différente que contre le Real, mais il y a vraiment une tendance qui se dégage là, qui est satisfaisante, qui est nouvelle et qui est plaisante. Très bien. plaisante. Je vais essayer de répondre à ta question, Darius, si je peux me permettre. Est-ce que tu peux? Effectivement, on a vu Gay très haut, pour moi trop haut. C'est vrai que si on demande à Gay de faire du Matuidi, j'ai un peu du mal à voir l'impact possible. Il n'est pas très à l'aise en position haute. Il a certes bien combiné avec Neymar sur certaines situations, mais on voit qu'il a fait un ou deux centres qui étaient complètement foirés, mais c'est pas son rôle pour le coup. Et le problème, c'était l'équilibre défensif. Même Lyon faible a pu nous transpercer, nous a obligés à défendre en reculant sur certaines séquences, mais heureusement, Dembélé et Depay ont arrosé au-dessus des cages. Mais il y a eu ces trous au milieu, donc on était un peu percé au Koné milieu. aussi, beaucoup Koné. Koné nous a posé pas mal. Koné, c'est peut-être le joueur lyonnais qui nous a posé le plus de problèmes. C'est vrai, mais du coup, on a été en difficulté au milieu avec ces deux milieux excentrés, Herrera et Gay, comme le disait Drayas.
Alors, est-ce que c'était un choix du coach? C'est fort probable, sauf que ça a été rectifié en seconde, peut-être à la demande des joueurs, parce qu'on voit Silva à la 35e gueuler justement sur ce trou au milieu. On a vu aussi Marquinhos s'inquiéter de ce problème. Est-ce qu'il y a eu un recadrage entre le coach et ses cadres à la mi-temps pour trouver un autre équilibre au milieu, puisque Lyon n'a plus aucune incursion en seconde mi-temps? Et on a retrouvé Gay qui tout à coup en deuxième mi-temps qui joue purement milieu. Oui, et bien plus à l'aise. Donc je ne sais pas si c'est un choix du coach ou si c'est des circonstances de match qui ont fait que moi, je pense ça doit être très clairement un choix du coach. C'était surcharger les ailes et assurer les ailes. Mais c'est vrai que c'était risqué. En fait, pour moi, c'était vraiment, t'avais en fait, merde, comment il s'appelle, Choupo-Moting qui était là pour bloquer Thiago Mendes. Et ensuite de ça, c'était bloquer les ailes et ça a été le pari, qui a été pris. Et mine de rien, si tu fais le bilan de la première mi-temps, ouais, c'était tiltant sur le moment. Il y a ces 10 minutes de flottement entre la 10e et la 20e où Lyon commence à nous canarder. Mais il y a la fin de la première mi-temps où on les étouffe et on les explose totalement avec ce système-là. Après, là, il n'y avait pas le choix vu le nombre d'absences, mais est-ce que justement pour faire cette stratégie-là face à des blocs bas, un mec comme Di Maria ou Sarabia au milieu gauche serait pas plus utile contre des blocs bas? Dans ce cas-là, tu sacrifies Gay ou... Non, tu remets Marquis derrière, tu peux remettre Gay au milieu. Enfin, de toute façon, il y a plein de solutions à faire contre les différentes équipes. C'est des questions qu'on Gay en 6, moi, je ne suis pas convaincu. Moi. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Donc, Lyon qui était en bloc bas, ce qui n'était pas forcément évident par rapport à la compo, même s'ils sont à 3 derrière, c'est quand même 3 défenseurs assez relanceurs. C'était un milieu qui était assez offensif avec Mendes, Aouar et René Adélaïde. Donc ça aurait pu être une équipe qui jouait, elle ne l'a pas faite. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Est-ce que vous avez vu donc, des défauts récurrents contre les blocs bas, des difficultés à trouver des transitions, à combiner dans les petits espaces, ou vous avez été plutôt rassuré, Momo? Non, moi j'étais plutôt rassuré. Après, rassuré si tu veux. C'est Tuchel qui disait en début de match, comme tu l'as dit, il y a la période entre la 10e et la 20e minute où, en fait, on cherche notre position sur le terrain. En fait, c'est voilà, plus par rapport à ça, en fait. Donc, du coup, en fait, on cherche notre position sur le terrain. On n'est pas suffisamment compact à ce moment-là, en tout cas, comme on a pu le voir, comme on a pu le voir face au Real. Et c'est en fait, c'est justement, c'est avec justement ces grands espaces que Lyon réussit à nous surprendre, à nous surprendre et justement à se projeter très 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 vite vers l'avant. Justement, c'est ce qui sauve un peu leur prestation en trompe. Enfin, parce que j'ai entendu des personnes dire que Lyon avait quand même fait on va dire un bon match. Je l'ai entendu. Donc voilà, effectivement, ils ont eu 10 bonnes minutes, on va dire 20 minutes où ils ont profité des hésitations du PSG par rapport à leur positionnement, par rapport à leur capacité à trouver leur position sur le terrain. Donc, mais à partir du moment, je veux dire, où Paris a commencé à conserver le ballon sans le perdre et a commencé à s'installer dans le camp lyonnais, c'était terminé. Il n'y avait plus de match en réalité. Ce qui laissait entrevoir, et ce match-là, justement, ce qui est intéressant, c'est que la chance que Lyon a, c'est qu'on marque très tard, surtout. Moi, je pense que il manquait certains joueurs. Enfin, alors tu te prives de Choupo qui bloque Thiago Mendes. Tu mets un bon Perdi. T'as pas Thiago Mendes qui est bloqué, mais tu as marqué un but vraiment plus tôt. Vraiment plus tôt. Bah oui, parce que si tu marques un but plus tôt, après c'est plus le même match. Et je pense clairement qu'on les. Après, je pense clairement que. Ouais. Neymar manquait cruellement de relais sur ce match. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ouais, non, franchement, face à ce Lyon-là, et c'est vrai. Après, moi, je suis un peu surpris parce que, voilà, je veux dire, de toute manière, ils ont joué totalement contre nature. C'est pas dans leur ADN, en plus, à Lyon, de jouer de cette manière-là. Donc, quoi qu'il arrive, je trouve que, je veux dire, 1-0 face au Paris Saint-Germain au Parc Aurèle avec une telle prestation, c'est très bien payé pour eux. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Non, franchement. Mais la question, c'était sur l'OL ou sur les blocs bas? La question, c'est Paris contre les blocs bas. Est-ce que par rapport au match qu'on a vu, est-ce que tu as vu des améliorations ou tu as vu des défauts récurrents? Complètement. Moi j'ai vu des énormes améliorations et en fait, je nous ai vu. En fait, mes préoccupations viennent le jour où on va avoir une équipe qui est capable de presser en bloc. Mais justement, contre les blocs bas, cette nouvelle surutilisation des ailes, cette manière de passer dans l'axe avec un Di Maria qui était lunaire tellement il était bon par certains moments, je trouve qu'on a trouvé
pour la première fois, j'ai le sentiment qu'on a trouvé la réponse contre les blocs bas. Alors après, c'est pas une réponse à la Manchester City où tu fais 10 000 passes, etc. C'est une autre réponse. C'est une autre réponse par une surutilisation des ailes. Mais comme le disait Momo, Lyon a de la chance de s'en sortir à 0-0 à la fin de la première mi-temps. Vraiment de la chance. Et si, il y a 10 000 occasions qu'on a. Ah oui, clairement. Ouais. Il y a vraiment, matière. Je trouve qu'on a vraiment trouvé la réponse par rapport au bloc bas. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que au fond, on trouve la réponse par rapport au bloc bas et peut-être que c'est nécessaire en créant un déséquilibre chez nous, c'est-à-dire en dépeuplant le milieu. Et peut-être que dépeupler le milieu à partir du moment où tu bloques la première relance comme il l'a fait avec Choupo-Moting, bah, ça peut être la réponse face à un bloc bas. Ou tu te projettes par ailleurs pour créer le surnombre d'une autre manière, en fait, plutôt que d'essayer de s'empaler sur l'axe comme on a fait depuis je ne sais pas combien d'années, et comme ça et comme ça. Et je trouve que, après, ça reste à confirmer, mais je trouve que là, on a trouvé un système qui est capable de répondre à la problématique des Pogba. La question qui se pose, c'est... Vas-y. Ouais, je voulais rajouter un truc. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en plus de ça, on disait justement que voilà, Lyon avait eu de la chance que Paris ne marque pas plus tôt, mais il y a quand même une occasion incroyable de Neymar en première période sur justement sur une passe de Di Maria, qui sera le passeur de Neymar en fin de match. Encore une fois, sur une passe dans la surface où Neymar est pris par plusieurs joueurs. Donc déjà, au début de match, il y a cette passe de Di Maria sur Neymar, où Neymar va finir par buter sur Lopez. Mais je veux dire, l'action Neymar, le contrôle, l'amorti et l'enchaînement derrière, c'est extraordinaire également. Donc, ce qu'il y a de bien et ce qui met en valeur justement ce que tu dis par rapport justement à la capacité à trouver des espaces dans les blocs bas, c'est cette connexion entre Neymar et Di Maria, quand bien même Mbappé n'est pas encore là et Icardi justement n'est pas à 60% de ses capacités. Mais la problématique, c'est qu'au fond, ce qui était essentiel dans ce match-là pour pouvoir fonctionner de cette manière-là, c'était d'avoir un Choupo-Moting qui était en train de bloquer un Thiago Mendes. Et le truc, c'est que si tu mets Neymar, tu n'as pas ce blocage-là, mais bon, après, ça sera. Si tu mets Neymar, si tu mets Mbappé ou si tu mets Icardi, tu n'as pas ce blocage du premier relanceur, et donc il faudra trouver un milieu pour bloquer ce premier relanceur, et donc tu n'auras plus cette surutilisation des ailes. Mais ça, c'est une équation à résoudre par Thomas Tuchel. Je suis un peu plus négatif que vous. Alors, vas-y. Alors, mais ce qui est très positif, c'est évidemment cette nouvelle utilisation des ailes contre les blocs bas. Par contre, quand tu dis, ça fait plusieurs années, sous Emery, on utilisait beaucoup les ailes contre les blocs bas et on tuait souvent les matchs contre ce genre d'équipe. Surtout en année 2, on tuait souvent les matchs contre les Angers. Et tous ces blocs bas via l'utilisation des latéraux. Par contre, il y avait ce problème avec Emery qui était les transitions défensives derrière, que là, on a moins eu, à part cette période que vous avez dit en première mi-temps. Donc peut-être une meilleure utilisation de l'espace sans ballon avec Tourelle. Maintenant, j'ai trouvé qu'on a encore des défauts contre ces blocs, encore de l'absence entre les lignes. Après, il y a eu beaucoup d'absents, donc c'est compliqué de faire mieux, mais il y a certaines situations qu'on joue vraiment mal et il y a énormément d'améliorations encore sur ce point-là. Je pense qu'on n'est qu'à 50% de ce qu'on peut faire contre les blocs bas. Sans doute, mais encore une fois, la problématique de bloquer le premier relanceur et tout à coup tu enlèves le mec qui bloque. En fait, Choupo-Moting a été sacrifié pour laisser libre Neymar et Di Maria. Et si tu as Mbappé, tu peux pas sacrifier Mbappé. Et donc, si tu n'as pas Mbappé, tu es obligé d'avoir un milieu qui va faire ce taf-là. Et si tu as un milieu qui fait ce taf-là, tu peux pas couvrir les ailes de la même manière. Donc, mais si tu as un milieu qui s'appelle Sarabia, par exemple, tu peux avoir les deux. Pas nécessairement là-dessus. Pas nécessairement là-dessus, parce que tu ne veux pas pouvoir demander à un Sarabia de faire un boulot comme Herrera l'a fait. Ah, il le faisait à Séville. Hein. Le fait de couvrir l'aile pour Meunier et de sacrifier complètement sa position milieu, j'ai des doutes. Après, si tu le dis, tant mieux. Mais les choses sont pas simples. C'est résoudre une équation, mais il y a quand même quelque chose qui me semble nouveau en tout cas. Alors peut-être pas par rapport à Emery, je me souviens pas, ma mémoire est pas bonne, mais il y a des choses qui me semblent nouveau. Il y a des possibilités en fait. Je pense que c'est ça en fait. Par rapport surtout à la saison passée ou par rapport à Emery, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a moi je trouve en tout cas qu'il y a une cohérence, il y a quelque chose de logique. Aujourd'hui le maître du jeu c'est Tuchel en réalité. Même si effectivement je trouve qu'il reste des carences au niveau des latéraux, mais puis au final, bon, ça va pour l'instant, en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de catastrophe de leur part.
Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que de la part de. Je trouve que voilà, Leonardo a quand même réussi à faire un travail monstrueux, à faire ce que n'avait pas fait, en tout cas, même s'il a bien été aidé, en tout cas, par le travail d'Enrique qui s'était réveillé, on va dire, sur 15 jours avant son départ, avec des dossiers bien engagés, comme Sarabia et Herrera. Mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, ouais, je trouve que déjà, certains postes sont doublés et ça nous donne des possibilités. Ça reste un mercato cohérent. Aujourd'hui, on a un effectif qui est plus cohérent que ce qu'on avait l'année passée, en tout cas. C'est sûr. Ouais. Ben, on va maintenant s'intéresser un peu à l'adversaire, mais vous avez effleuré le sujet. C'est vrai que Lyon avait, pour ses deux premiers matchs, plutôt enthousiasmé ceux qui avaient vu les matchs. Je ne les avais pas vus, mais les retours étaient positifs. Et depuis, on voit un Lyon très balbutiant. On ne comprend pas vraiment ce que veut faire Silvino. Lyon nous a souvent battus 4 fois les 6 dernières années avant ce match-là, en proposant un déséquilibre, mais au moins avec une ambition dans le jeu. Qu'est-ce que veut faire Silvino, Drayes? Qu'est-ce que tu comprends Bah, de moi, je son fais système? partie de ceux qui me sont enthousiasmés sur les deux premiers matchs que j'avais vus, où j'avais vu effectivement une équipe qui était regroupée basse, mais qui avait cette capacité de se projeter de manière très cohérente. Mais là, le fait de voir Lyon organisé comme un bus, parce que tu avais une ligne de 5 et une ligne de 3 au-dessus, enfin, c'est ouais, voilà, tu peux t'attendre ça de Angers. Tu peux t'attendre ça de pas mal d'équipes de Ligue 1, mais quand tu vois Lyon jouer comme ça, c'est, c'est inadmissible d'une certaine manière. Est-ce que c'est C'est, la culture de Tite et de Silvino qui essaie de faire ce qu'il avait vu en sélection? ben, plus j'en sais rien, j'en sais rien. Si tu veux faire ça, tu dois avoir une capacité d'avoir des joueurs qui se projettent plus vite. Tu dois pas te reposer sur le seul Thiago Mendes qui serait dépositeur du jeu pour être capable de se relancer. Tu dois être capable de trouver d'autres choses. Mais cette image d'un lion qui a parqué le bus devant sa cage, je suis désolé, enfin, c'est pas Lyon, quoi. C'est juste pas Lyon. Momo, est-ce que tu comprends, toi, ce que veut faire Silvino? Bah, pas vraiment, non. Franchement, pas vraiment. C'est en début de saison, justement, bah, il avait évoqué l'idée bah, de jouer en 4-3-3. Avec des Euh, latéraux. ma- Ah ouais. ouais, voilà, exactement. Maintenant, justement, comme tu le disais, avec justement avec un jeu qui passait beaucoup par les latéraux. Mais déjà, à partir du moment où tu perds Ferland Mendy, déjà, tu perds une arme, tu perds une sacrée arme, on va dire, pour jouer dans ce système-là. Et même si je trouvais Koné assez prometteur la saison passée, je veux dire, c'est pas Mendy. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a un début de saison assez compliqué. Même si, voilà, je trouve qu'au final, ça a été l'un des Lyonnais qui aura tenté, en tout cas, le plus de choses contre nous. Mais à partir du moment où tu perds Ndombele que tu ne remplaces pas, que tu perds Fekir également que tu ne remplaces pas, pour faire de la place à Depay également, qui au final n'aura pas existé dans ce match-là, bah, je pars du principe que cet Olympique lyonnais-là est forcément moins fort que la saison passée et qu'aujourd'hui, la méthode Silvino, non, franchement, bah, moi en tout cas, je sais pas ce que c'est. Sincèrement, je sais pas ce que c'est, surtout que c'est un entraîneur qui a très peu d'expérience, qui était coordinateur de la sélection brésilienne. Donc, en tout cas, je veux dire, là, les, ces envies de jeu, je pense qu'il avait quand même l'occasion de les montrer face à Paris, quoi qu'il arrive. Il aurait très bien pu oser quelque chose de plus intéressant en comptant justement sur l'historique des récents matchs, par exemple, et sur justement le fait de jouer à domicile. Euh, donc non, et sincèrement, ça remet en doute pas mal de choses bah, que je m'étais mis en tête par rapport à lui. Je pensais vraiment que ça serait un coach qui apporte. Alors après, effectivement, je dis ça après le match. Donc on verra ce qu'il fera à l'avenir. Mais ouais, ça remet en cause pas mal d'idées que je m'étais faites sur le coach et sur ce qu'il proposerait en Ligue 1 avec cet Olympique Lyonnais-là, en tout cas. Ouais. Bah, après, moi, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu vois la compo de base, elle peut être intéressante quand tu as Andersen et Denayer qui sont deux défenseurs plutôt proactifs, qui peuvent faire des relais avec trois techniciens au milieu, avoir une Adélaïde et Thiago Mendes. Et le fait de pouvoir recentrer Depay, qui était utilisé sur une aile, qui est un peu gâché, on voit en sélection que dans l'axe, il est beaucoup plus fort.
C'était une unité de base qui se tient. Par contre, dans le match, j'ai pas trop compris son plan de jeu. Et puis, il fait une grossière erreur qui est de sortir René Adélaïde, qui est peut-être le seul lien, le seul lien conséquent pour bourriner avec Touzard. Et il est puni avec cette défaite. On va passer maintenant un peu aux individualités. Donc, il y a certains remplaçants, entre guillemets, du PSG qui jouent. Il y a Herrera qui a fait son premier gros match. Il y a aussi Meunier qui profite des blessures de Dagba et Kerrer. Est-ce que vous pensez qu'ils ont marqué des points, ces deux joueurs, Drayas? Mais c'est bien que tu l'aies dit parce qu'on peut pas parler de l'un sans l'autre. Herrera, il a eu un match qui était frustrant. Alors, on va d'abord parler d'Herrera. Il a eu un match qui était frustrant dans le sens où est-ce qu'il dans le sens où il devait tout le temps couvrir pour Meunier, il devait tout le temps assurer le relais, ou en tout cas en première mi-temps c'était particulièrement clair. En deuxième mi-temps, de toute façon, il était tellement cuit qu'il était temps qu'il sorte, il n'avait pas le rythme. Il a été intéressant les quelques fois il était au milieu. Alors, est-ce qu'il aurait dû trouver des solutions un petit peu plus en dépit de son rôle de devoir? Peut-être qu'il a été trop discret, peut-être qu'il aurait dû faire mieux. Mais dans l'ensemble, moi, je ne le condamnerais pas, tout simplement parce que je pense que c'est vraiment des consignes de coach qui l'ont amené à jouer de cette manière-là. Et les quelques fois qu'il a été au milieu, il a été lumineux. Les quelques fois, il a été utile. Il n'a pas fait d'erreur. Peut-être au niveau des prises de risque, on peut dire un peu léger. Maintenant, il découvre l'équipe. Je pense qu'il a marqué des points. Je pense qu'il a marqué des points à partir du moment où il était dans la logique du coach. Et maintenant, je trouve que moi, c'est un joueur particulièrement intelligent, tellement intelligent qu'il est peut-être trop utilisé en replacement pour couvrir, mais j'aimerais qu'il utilise son intelligence dans la création. Et j'attends un petit peu plus, mais pour moi, il a marqué des points, il doit faire mieux. Concernant Meunier, le jour et la nuit, tout à l'heure, je le mettais en flop du Real. Là, c'est difficile de le mettre en flop. Il a été utile, il a proposé sur l'aile. Défensivement, il était utile. Bien sûr, aidé par Herrera. C'est son meilleur match au Paris Saint-Germain depuis je ne sais même pas combien de temps. Ça se trouve, c'est son meilleur match depuis un an et demi. 2019. Depuis un an et demi. Enfin, ça fait vraiment. En Ligue des Champions, mais en 2019. Ouais, voilà, ça fait un bail qu'il n'a pas fait un match aussi cohérent. Il a été utile. Alors au niveau des centres, les centres de Meunier et de Bernat ont été beaucoup critiqués, mais quand tu as 18 joueurs lyonnais qui sont dans la surface parce qu'ils n'osent pas sortir le bout du petit doigt en dehors de leur surface, ça devient difficile de centrer pour trouver des gens. Vraiment non, les deux ont marqué des points, les deux ont fait des bons matchs. La seule problématique, c'est est-ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'on est obligé vraiment de sacrifier un milieu en fait pour couvrir Meunier? Parce qu'à ce moment-là, c'est le fait d'avoir un Meunier bon coûte très cher à l'équipe, quoi. Momo? Ouais, écoute, non, ouais, je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre. Mais Herrera, oui, on l'a évoqué. Effectivement, ce qu'on pourrait lui reprocher sur ce match-là, mais en même temps, on pourrait peut-être pas lui reprocher parce que, comme tu l'as dit, Drayas, ça pouvait être des consignes de la part de Tuchel. On va dire, c'est ce manque de, je vais pas dire de prise de risque, mais un petit peu, oui, parce qu'en fait, tu vois qu'il a un certain, déjà, il a une qualité technique vraiment assez exceptionnelle pour un milieu de terrain. Très à l'aise, que ce soit avec le pied droit, le pied gauche. C'est un joueur, en plus de ça, qui demande constamment le ballon. En plus de ça, c'est ça qui est assez intéressant. Je voyais souvent, il proposait, en tout cas, ce qui y avait d'intéressant sur ce match-là, et encore une fois, on va parler de Meunier, mais c'est qu'en tout cas, entre les deux, il y avait une réelle connexion. Les deux jouaient beaucoup ensemble. Je sais pas combien de passes entre les deux, mais en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est peut-être s'arrêter sur ce chiffre-là également. Le fait de compenser également les montées de Meunier, c'était vraiment intéressant. Ça a permis justement également d'étirer, c'était dans la logique en fait, dans la logique, c'est ce qu'il fallait faire, parce qu'il fallait au final étirer cette équipe de Lyon en passant par les côtés. Et Meunier justement pouvait le faire justement en passant par les côtés. Donc c'était intéressant. Après, effectivement, sur les deux, j'ai pas grand-chose à dire. Après, il y avait le match d'Abdou Diallo également, dont on pourrait parler. On va en parler, ouais. Tu peux y aller. Entre Diallo et Kimpembe, les deux semblent se jouer une place si Marquinhos est 6. Donc, par rapport à la performance de Kim contre le Real ou de Diallo contre Lyon, pour toi, qui est le prochain titulaire entre les deux? Non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Le titulaire, c'est celui qui a joué contre le Real Madrid.
Donc, c'est Kimpembe. Tuchel a mis le joueur qui avait sans doute le plus d'expérience sur ces matchs-là, en tout cas. Kimpembe, en plus, c'est un joueur qui a été capable de performances monstrueuses en Ligue des Champions. Donc, il a quand même un passif en Ligue des Champions. À l'inverse, également, il a été également auteur de prestations totalement inverses. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans les conditions dans lesquelles Kimpembe est revenu, puisqu'il revient d'une pubalgie, et puis lui aussi, hein, je veux dire, il reprend plus tardivement que les autres. L'installer directement comme ça dans un match de Ligue des Champions face au Real Madrid, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, sur Diallo, moi, je suis assez rassuré par ce qu'il propose. Alors, déjà, parce que ça reste un jeune joueur. Passer de Dortmund ou au Paris Saint-Germain, c'est un transfert qu'il faut savoir encaisser à 22 ans. Et je trouve que voilà, même s'il a fait des prestations assez mauvaises à ses débuts, on le sent monter en puissance quoi qu'il arrive. Il a une vraie qualité balle au pied. Moi, je trouve qu'il a une capacité à trouver des angles de passe vraiment intéressants. Même à porter le ballon également. Il est assez intéressant par rapport à ça, même si je trouve que Kimpembe est meilleur que lui dans ces deux secteurs-là, dans la capacité à trouver des angles de passe et à faire des passes claquées Il sort deux qui vont passes contre briser. le Real Ouais. qui. Non, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Puis même, je trouve le volume physique qu'il a aujourd'hui, qu'il avait lorsqu'il était revenu la dernière fois. Enfin, je trouve que voilà, il a quand même bien bossé depuis la saison passée, où il jouait diminué. Mais, euh, mais franchement, c'est encourageant. Diallo, ce qui est intéressant, c'est qu'il offre de la profondeur. En réalité, c'est ce qui est rassurant. Et sur les dernières saisons, les plus grosses craintes qu'on avait, c'était les blessures. Et on voit que justement, ce recrutement, il est utile tout simplement parce qu'on est toujours des poissards par rapport à ça. La preuve avec le nombre de blessés qu'on vient d'avoir depuis une semaine, 10 jours, c'est comme ça. Et justement, la saison passée, on n'avait pas les joueurs pour compenser ce genre de blessures-là. Et aujourd'hui, on a un effectif avec des joueurs suffisamment de qualité qui permettent, on va dire, de combler sur des matchs de championnat, on va dire, l'absence d'un joueur cadre titulaire lors des grands rendez-vous. Et ça, du coup, dans le turnover de la saison, forcément, ça fera du bien. Donc forcément, c'est des très bons profils qui sont arrivés. Bon, en tout cas, le match de Diallo, c'était pas, je vais pas dire que c'était un match parfait parce qu'il est emmené par le collectif, mais c'est vrai qu'il y a un petit moment où, comment dire, je crois qu'il se fait. Il y a une petite erreur de marquage, mais oui, on a compris. Toi, tu as trouvé Diallo rassurant, mais Kimpembe, pour le moment, reste plus le Ah patron. oui, totalement. Ouais, totalement. Et Ok, j'attends tout simplement qu'il revienne à 100% pour laisser marquer au milieu de terrain, justement, ça serait l'idéal. ça marche. Dryas, toi, ton avis sur Diallo Kimp? Ben moi, il y avait un petit moment, j'avais un hashtag sur mon pseudo sur les forums qui était Je crois en Kim. Et je l'ai enlevé à cause de ces histoires de coupe de cheveux. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont très critiquées et pas tellement intéressantes. Et sa performance contre le Real m'a fait avoir peut-être envie de remettre le hashtag. Pourquoi? Parce que Tu veux enlever le je crois en Dagba? impact physique, impact physique. Oui, Diallo a un meilleur gelon que Kimpembe, mais par contre, Kimpembe a cet avantage sur Diallo qu'il a une des bien meilleures projections. Et je crois que pour un central, autant pour un milieu, par exemple, avoir marqué au milieu, c'est avoir un gelon, c'est formidable, mais pour un central, les projections, c'est encore plus important que les passes longues. Et, euh, et je le trouve plus dur sur l'homme quand il est capable de défendre. Et j'ai l'impression qu'il a acquis une maturité. Il faut toujours se méfier avec Kim parce qu'il a une tendance des fois à flamber et puis derrière à s'écraser. Mais il a acquis une maturité qui peut-être fera qu'il aura une meilleure gestion de ses impulsions qu'il avait. Et j'aime beaucoup Diallo. Diallo, j'ai été sous le charme dès le début. J'étais sous le charme dans sa qualité de placement, dans sa qualité de relance. Mais, mais pour l'instant, il a un côté encore un peu trop discret pour s'imposer comme un patron. Alors que Kim, s'il est capable de confirmer, s'il est capable de ne pas retomber dans ses travers, lui semble être prêt à s'imposer comme un patron et à devenir le patron qu'il a toujours été. Et je me souviendrai toujours de la tête qu'il tirait après le match contre Barcelone. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus.
C'était peut-être un des rares à assumer ce qui s'était vraiment passé sur le moment et il a une âme de patron et s'il pouvait le traduire sur le terrain, je vote Kimpembe à l'heure actuelle. Même si je n'enterre pas Diallo, à l'heure actuelle, je vote Kimpembe. Diallo, c'est l'élégance, Kimpembe, c'est le stopper, mais le stopper qui est capable de relancer. Kimpembe pourrait beaucoup apprendre à Ramos, même s'il n'aura jamais son élégance technique, mais dans l'attitude, il peut l'atteindre. Moi, il y a un truc qui me plaît sur Diallo, c'est que ce soit Marquinhos, Silva ou Kimpembe, c'est des mecs qui, quand ils ont le ballon de bas, vont construire dans l'axe, alors Diallo peut vite faire des transversales sur le latéral opposé. C'est le et donc aérer le jeu, notamment contre les blocs bas. Mais à partir du moment où tu as un Marquis qui est au milieu et qui est capable de faire ces mêmes transversales, est-ce que tu as besoin d'avoir le même mec qui est derrière ou est-ce que justement derrière, tu as besoin d'un mec qui est capable de transpercer et de s'avancer quand ça fait sens? Parce que quoique Diallo fait aussi des avancées, mais c'est juste que les avancées de Kimpembe, elles sont pleines d'autorité. C'est pas tout à fait pareil. Marquinhos a des transversales vers l'avant. Diallo, c'est latéral, mais de sa position sur le latéral opposé, ce qui permet direct d'écarter par rapport au pressing. Pas vraiment de la même manière. Bon, on va parler de Marquis en relation avec Silva. On reste sur la défense. On a vu Silva qui a fait un match énorme, qui est peut-être l'homme du match. Avec Neymar. Bon, bref, on a vu un vrai bon Silva en patron défensif, mais j'ai l'impression, on va voir si vous êtes d'accord, que Marquis devient le vrai capitaine de l'équipe sur le terrain, que c'est lui qui semble replacer, c'est lui qui semble aller vers l'arbitre. Et j'ai l'impression de voir un Silva un peu libéré de ce rôle et du coup meilleur. Est-ce que Dreyas, tu partages cet avis? À 250 000%. D'ailleurs, on peut constater que quand Marquis redescend dans la défense, il est un peu moins le patron et d'une manière générale était dans une zone d'influence. Et je pense que Silva, en fait, c'est juste que c'est un mec qui a jamais été taillé pour être patron. C'est juste un énorme footballeur, mais dès qu'il est patron, il se met une pression où je sais pas ce qui se passe, où il veut trop en faire au niveau humain. Et je trouve Silva, depuis quelques matchs, juste formidable. Contre Lyon, il a fait des sorties balle au pied qui étaient essentielles. Il a fait des très belles passes. Il a été impérial défensivement. Il a complètement éteint, je veux dire, même fils de paye, que tout le monde critique un petit peu trop d'ailleurs, parce que je trouve que c'était un des rares poisons lyonnais sur ce match. Mais il a été complètement éteint par Silva. Et Silva a sorti une prestation XXL. Et pour aller dans ton sens, effectivement, dès qu'il y avait des discussions avec l'arbitre, c'était Marquis qui était là. Dès qu'il fallait calmer les autres joueurs, c'était Marquis qui était là. Il a une autorité naturelle. C'est un mec qui est extrêmement gentil, mais à mon avis, dès qu'il gueule, du coup, les gens l'entendent. Et oui, je pense que le vrai patron, en fait, c'est Marquis et Silva est juste le meilleur défenseur du monde sans être le patron et il est bien meilleur dans cette configuration-là. Momo, est-ce que tu partages cet avis? Ouais, je partage la vision. Après, c'est vrai que sur le début de partie où Paris se fait un peu acculer, on voit Silva quand même tirer pousser quelques gueulantes, pardon, Oui, bien sûr. pour essayer de recadrer tout le monde. Mais sinon, c'est vrai, je suis d'accord avec vous par rapport aux discussions avec l'arbitre. C'est vrai qu'on voyait Silva rester plutôt éloigné et Marquinhos, on va dire, y aller. Mais après, enfin, je sais pas, mais c'est vrai que Marquinhos, il a une tête de gentil, tu vois, donc peut-être que pour l'arbitre, ça passe un petit peu mieux, tu vois, mais je sais pas. Peut-être que. Non, je sais pas, franchement. En tout cas, ouais, Thiago Silva, je pense que Thiago Silva, quoi qu'il arrive, est libéré, on va dire, de cette pression qu'il avait avant. Euh, et comme tu disais, Dreyas, tout à l'heure, c'est certainement par rapport à la zone d'influence de Marquinhos sur le terrain, le fait d'être au milieu de terrain, d'être un petit peu plus au centre, on va dire, des coéquipiers également. Mais après, Marquis, quoi qu'il arrive, il a ça en lui, je veux dire, c'est naturel. En réalité, on le sait, je veux dire, le prochain capitaine du Paris Saint-Germain, c'est lui. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a pas un capitaine à Paris, enfin, il y a deux capitaines. Marquinhos et Thiago Silva sont les deux capitaines en attendant que Marquis le récupère. Ouais, enfin, Marquis, pour moi, ne l'a pas officiellement, mais là, sur le terrain pour moi, maintenant. Marquis, il est déjà. Pour moi, Marquis, Ouais, aussi. je pense aussi. Ouais. Bon, on a fait le tour sur ce match et on va passer un peu sur le match de demain. Donc, on a beaucoup de matchs avant Galatasaray. Est-ce que c'est le moment de faire tourner et par exemple faire jouer ceux qui n'ont pas beaucoup joué, comme Kurzawa ou Paredes Dreyas? Kurz, c'est seulement si tu dois reposer ton titulaire ou ton remplaçant ou le remplaçant du remplaçant.
Et il n'y a rien d'autre à en tirer, malheureusement. Il faut essayer de se souvenir que Léo, pendant cet été, a essayé de faire croire que Kurz était bon dans l'espoir de le vendre. C'est pas très bien marché. Et que depuis, il n'est plus jamais utilisé. Enfin, voilà, pas grand-chose à redire. Et Paredes, ouais, en soi, c'est un joueur qu'il faudrait voir. Ouais, je sais, mais c'est un joueur qu'il faudrait voir. Mais c'est un joueur qu'il faudrait voir dans une configuration qui le sert. À quoi ça sert de mettre Paredes en 6 si tu vas avoir deux milieux qui vont pas être physiques pour le protéger? Ce sera sûrement Paredes Gueye-Herrera demain. À la limite pour voir. Mais à la limite, oui, dans ces cas-là, parce que Paredes, en fait, il faut vraiment qu'il soit 6 avec 2-8 qui sont capables d'être chien de garde, se projeter, parce que c'est un mec qui va distribuer à droite, à gauche, comme un quarterback de football américain. Et après, sinon, ça restera toujours 45 millions d'euros à se dépenser, on se demande pourquoi. Mais je pense que c'est un joueur qui, bien utilisé, peut apporter quelque chose. Mais bon, next question pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Momo, toi, tu veux faire tourner pour reposer les cadres demain? Ouais, totalement. Puis moi, par rapport à Paredes, justement, c'est un peu la curiosité du match. Moi, demain, on va dire, c'est une des raisons pour laquelle, on va dire, j'espère que Tuchel décidera de l'installer en 6, on va dire, dans un milieu à 3. J'ai envie justement de voir, on va dire, comment il va évoluer, en tout cas dans des circonstances, dans des conditions favorables, avec deux joueurs, on va dire, qui ont un gros abattage défensif. Ouais. J'ai envie de voir justement ce qu'il va être capable de donner, parce qu'on a déjà vu, on l'a trop peu vu malheureusement au Paris Saint-Germain, mais on connaît la qualité de passe exceptionnelle de Leandro. La saison passée, effectivement, je veux dire, après, c'est vrai que c'était compliqué, on a vu ce que ça donnait sur le terrain. Mais moi, je ne l'enterre pas, en fait. J'ai pas envie de l'enterrer parce que voilà, je sais que c'est un joueur qui a un gros talent, mais il n'est pas compatible avec la manière de jouer de Paris. Voilà, exactement. En fait, c'est ça. En fait, c'est un bon joueur, mais tu vois, tu le mets à l'Inter, par exemple, ça peut être bien. Tu le mets. 100% d'accord avec toi. C'est juste à Paris. Pourquoi est-ce qu'on l'a pris? Panic Voilà, parce que en fait, c'est un bon joueur, mais quand bien même, tu vois, quand même, demain, il fait une belle prestation, etc. en 6, avec 2-8 qui le protège. C'est pas la manière de jouer qu'on a. On n'est pas basé pour avoir un 6 qui est distributeur de cette manière-là. On fonctionne pas de cette manière-là. On n'a pas l'organisation offensive qui va avec. On n'a pas, enfin, à part Di Maria serait le joueur Di Maria et Mbappé seraient les joueurs qui seraient vraiment compatibles avec Paredes, mais c'est pas erreur de casting pour moi. Non, mais je suis d'accord. Après, quoi qu'il arrive, justement, si c'est une erreur de casting, autant le faire jouer, qu'il se valorise un peu pour qu'on puisse le revendre derrière. Complètement. Il fera souffler les titulaires. C'est surtout par rapport à ça. C'est plus dans cette logique-là aussi. Mais après, effectivement, je veux dire, par rapport à ce que. Même si, effectivement, moi, sincèrement, c'est un joueur pour qui j'ai une affection particulière. J'aurais aimé, en tout cas, le voir occuper un rôle plus important. Mais comme tu l'as dit, je suis très conscient de sa situation et de la situation, enfin, de son cas dans ce PSG-là. Mais comme je t'ai dit, tout à l'heure, le problème, c'est que moi, je sais pas, mais je pense constamment à cette malédiction, à ce chat noir qu'on a avec les blessures. Et autant le faire jouer en réalité, et essayer de voir ce qu'il vaut dans les meilleures conditions, plutôt que justement, tu vois, d'essayer de forcer un système tactique avec des joueurs, des valeurs sûres sur certains matchs de championnat, où on risque de se perdre un joueur à quelques matchs d'un match de Ligue des Champions, ou je ne sais pas, quoi. Ok, très bien. Je vais vous demander un petit pronostic pour ce match. Momo, ton score? Je dirais un petit 3-0. Ouais. Ok, Arias. Moi, je pars pour un 1-0 parce que Reims, c'est mine de rien, c'est la meilleure défense du championnat. Ça va être un bloc bas. Ça risque d'être. On n'a pas forcément beaucoup de joueurs qui vont revenir. Je reste sur un 1-0. Moi, je dis 3-1. Allez, Reims, c'est pas l'équipe la moins joueuse. Hein. Même s'il dit meilleure défense, mais c'est une équipe qui est très loin, de très très loin, pas la moins joueuse. Ils font quelque chose. Eh ben, très bien. Merci à vous deux. Merci Momo, merci Drayas. Et merci aux auditeurs si vous nous avez écouté jusqu'au bout. On se retrouvera après le match de Galatasaray pour analyser les deux matchs de championnat qui arrivent contre Reims et Bordeaux et pour voir si Paris confirme de nouveau contre les Turcs. Drayas, à bientôt. À bientôt tout le monde, bonne soirée. Momo, à la prochaine. Ce fut un plaisir. À la prochaine. Plaisir partagé. Merci à tous. Au revoir. Ciao tout le monde.